On doit finir cet échange dans 3 quarts d'heure, donc on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. On accueille donc Muriel Boulmier, qui est présidente de l'Union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine, et Mathias Lévy-Noguer, qui est directeur général de l'OGEOCEN. Et on va parler des pauvres, de cette population de pauvres, ces étudiants, ces jeunes qui se sont paupérisés, comme vient de le dire à l'instant Jacques Frigit, de riches aussi, des personnes plus âgées qui ont vu leurs revenus augmenter. Donc on est à deux extrémités de la pyramide des âges, les jeunes et les vieux, si vous me passez l'expression, avec des tendances contradictoires, mais de populations qui ont des problématiques spécifiques, une très grande aussi hétérogénéité des situations. Donc ça va valoir la peine un petit peu de zoomer un petit peu dans chaque catégorie pour voir quels sont les enjeux qui s'appliquent à chaque population. Et si vous le voulez bien, on va faire ça dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on va commencer par les jeunes et on va finir par les vieux. Donc Mathias, on va commencer, si tu veux bien, avec toi. D'abord, rappeler quelques éléments de contexte. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune ? Qu'est-ce que c'est que les jeunes ? Est-ce qu'il y a comment on peut arriver à dresser un petit peu le portrait de cette réalité qui est assez difficile à appréhender, puisqu'on a des situations extrêmement diverses. Le jeune ne se caractérise pas par un ensemble de qualités, mais par une multiplicité d'approches. Donc, est-ce qu'on peut, dans un premier temps, Mathias, parler un petit peu de ce contexte ? Monsieur le directeur général de l'OGEOCEN. Bien sûr, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, effectivement, quand Jean-Luc Béraud m'a demandé de parler du logement des jeunes, j'étais très content, mais je me suis dit que c'était un sujet un peu compliqué. D'abord parce que j'ai l'impression que ça fait déjà pas loin de 15 ans qu'on en parle, enfin que moi j'en parle en tout cas, et que c'est pas facile de renouveler le discours là-dessus. Parfois, on peut avoir l'impression que tout a été dit et qu'il faut essayer de... Donc c'est pas évident d'avoir une pensée un peu réactualisée là-dessus sans tomber dans les ornières de ce qu'on a déjà dit avant. Et puis parce que, comme le disait Cyril en introduction, c'est un sujet qui est très très complexe, qui est très divers. C'est vrai que embrasser dans un même propos la question du jeune de 18 ans qui cherche un premier logement étudiant, la question d'un jeune ménage de 25 ans qui cherche un premier logement pérenne, la question d'un jeune défavorisé qui cherche un logement d'urgence, ou d'un stagiaire qui cherche un logement pour un stage à 6 mois de chez lui, on voit qu'on est sur des sujets qui sont assez différents, et c'est difficile d'embrasser tout ça dans un même propos. Donc le sujet est difficile, mais je remercie quand même beaucoup Jean-Luc de l'avoir mis à l'ordre du jour. C'est sa ténacité montagnarde bien connue sur le sujet, son engagement de longtemps qu'on partage d'ailleurs, et c'est effectivement un sujet majeur, parce que c'est un sujet qui renvoie à des enjeux sociaux majeurs, et puis ça renvoie aussi à des enjeux sociétaux. C'est l'avenir de notre jeunesse, et donc c'est l'avenir de notre pacte républicain. Alors si on parle de la jeunesse, effectivement, en tout cas, quelques éléments de cadrage peut-être rapidement pour poser un petit peu les choses. D'abord, la première chose qu'il faut avoir en tête, je crois que ça a été dit un petit peu par Marie en introduction, c'est qu'on est face à une dynamique démographique assez forte. On est aujourd'hui face aux conséquences du baby-boom des années 2000, qui fait que la population jeune augmente. Et on le voit notamment dans le logement étudiant. Aujourd'hui, il y a 2,8 millions d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur. C'est près de 18% d'augmentation en 10 ans. Donc ça explique une partie des difficultés que peut rencontrer l'université aujourd'hui, mais ça explique aussi une partie des difficultés qu'on a sur le logement des jeunes. C'est qu'on est face à une pression démographique assez forte. Deuxième élément que tout le monde connaît, mais que je rappelle quand même, c'est que bien évidemment, c'est vrai pour une partie de la population, mais c'est encore plus vrai pour les jeunes, la question le poste logement est le premier poste dans le budget des dépenses, notamment des étudiants. C'est plus de 60% de ce budget. Donc c'est un poste qui est très important. C'est la population d'ailleurs qui a un des plus gros taux d'effort. Voilà, tout à fait. Et c'est une population qui est logée aujourd'hui à près de 60% dans le parc privé. Donc qui en plus est exposée a priori aux loyers les plus chers. C'est une population qui est marquée, alors ça vient d'être dit, par des indicateurs sociaux qui sont globalement assez inquiétants, avec 20% des jeunes qui sont sous le seuil de pauvreté, et c'est un taux qui a augmenté. C'est-à-dire que il y a 20 ans, c'était 5% de moins. Donc c'est un taux qui augmente. Donc il y a effectivement une paupérisation. Et puis c'est une population qui est marquée par, peut-être plus que d'autres encore,
par l'acuité de cette question du lien entre l'emploi et le logement, avec un taux de chômage qui est plus élevé que la moyenne, près de 3 fois plus élevé, qui est plus élevé que la moyenne des pays européens. Enfin, on est vraiment sur une problématique d'emploi qui est compliquée, et puis une entrée dans la vie active qui est faite de successions de contrats plus ou moins précaires, qui complique beaucoup la question du logement. Donc on est sur une population qui augmente, une population qui, quand on regarde les chiffres globalement, est fragile, qui est très exposée à la question du logement, et pour laquelle la question du lien entre l'emploi et le logement est très importante. En même temps, et c'est ça qui rend le sujet compliqué, c'est qu'elle est très hétérogène. Bon, d'abord, il faut se méfier des catégories. Il y a une très grande porosité aujourd'hui entre la catégorie étudiants et jeunes actifs, donc c'est difficile de segmenter. Ensuite, on voit aussi qu'il y a des parcours de jeunes qui sont très différents. Les parcours d'autonomisation ne sont pas du tout linéaires, ne sont pas du tout les mêmes pour tous. Et puis ils sont faits, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu avec leurs enfants, ils sont faits parfois d'aller-retour, on s'autonomise, on revient en arrière. Enfin, donc on est face à des situations qui sont extrêmement diverses. L'entrée dans l'emploi est aussi très diverse. Il y a ceux qui rentrent dans un emploi très facilement tout de suite. Il y a ceux qui passent par de longues périodes d'emploi précaire. Il y a ceux qui rentrent très très difficilement. Et puis, il y a des inégalités très fortes et qui ont été en plus accrues par la crise Covid. Donc, on est face à un panorama qui est très divers et qui donc n'est pas simple à appréhender quand on parle du logement. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'on peut identifier, on a compris qu'il y avait une très grande hétérogénéité, est-ce qu'on peut, en termes de besoins, quel type de réponse? On voit qu'il y a deux catégories, il y a ceux qui sont faciles, puisqu'ils sont inscrits dans un travail, dans une certaine pérennité de leur situation, et puis ceux qui sont beaucoup plus sujets à des déménagements, à des retours, à des choses comme ça. Voilà, il faut des logements très spécifiques. Est-ce qu'on peut catégoriser ces besoins? Même si les catégories, c'est pas bien, Mathias. Si on veut simplifier à l'extrême, on est face à deux problèmes qui sont tous les deux compliqués, mais qui sont très différents. On a deux types de demandes, deux types de besoins. On a un premier besoin qui est quasiment un besoin de droit commun, je dirais. C'est celui dont parlait le maire de Bunus en introduction. C'est tout bêtement le jeune ménage qui veut s'installer dans un logement pérenne. Tout bêtement. Donc c'est un besoin de droit commun. Tout ce qu'il cherche, la problématique qu'il rencontre, c'est celle d'un petit ménage, généralement, taille réduite, une personne, deux personnes en général, qui cherche un petit logement, pas trop cher, bien placé, et qui se retrouve, et qui lui-même est dans une situation généralement économique modeste, voire précaire du point de vue de l'emploi. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont dans cette situation-là. Donc il se retrouve finalement face à une demande, je dirais, de droit commun pour des logements pas chers, bien placés, et il se retrouve en concurrence avec les autres segments de la population qui ont le même besoin, qui cherchent des petits logements pas chers, et il n'y a pas que des jeunes. Et ça, c'est la première demande, et elle est complexe, parce qu'on va le voir, elle est loin d'être satisfaite. Donc une demande de droit commun. Et puis il y a une deuxième demande qui est très différente, qui correspond à celle des jeunes qui sont dans des parcours d'autonomisation qui ne sont pas encore achevés. Je dirais ce qu'on pourrait dire un peu les jeunes en surmobilité, c'est ces demandes de logement temporaire, on va dire, ces besoins temporaires en logement. C'est des jeunes qui changent de résidence parfois tous les ans et qui ont besoin, là où, en fonction de leur situation, de trouver très vite un logement meublé, équipé, pas trop cher, où ils peuvent s'installer directement sans avoir à l'équiper entièrement. Et donc là, on est sur un autre segment de demande qui est très différent. Et quand on parle du logement des jeunes, on voit bien qu'on a ces deux sujets. On a une demande de droit commun qui est finalement la demande de ménages pauvres ou modestes, parfois un peu précaires, qui cherchent des petits logements pas chers, et une demande très spécifique qui, elle, est plutôt liée à des situations de surmobilité, où là, on cherche des logements meublés, équipés, faciles d'accès. Avec service, éventuellement. Avec du service, etc. Voilà les deux volets. Alors, et en termes de réponse, justement, face à ces deux besoins, il y a un besoin de droit commun, un besoin beaucoup plus spécifique. Est-ce qu'on a les réponses à ces deux besoins sont-elles comparables? Il faut toujours avoir les deux sujets un peu en tête. Donc, si on prend le premier, je dirais, on voit bien que sur le premier sujet, c'est la demande de droit commun. Dans le parc privé, c'est difficile. Dans le parc privé, notamment dans les secteurs tendus, on voit bien qu'il y a une sorte de concurrence entre les demandeurs de logement et que par nature, les propriétaires ont tendance à attribuer les logements aux dossiers qui présentent les meilleures garanties et les meilleures situations. Donc le jeune en situation, même s'il cherche un logement pérenne classiquement, s'il est en situation un peu précaire avec des revenus modestes, il se retrouve non seulement exposé aux tendances haussières du marché, mais en plus, il se retrouve en situation de concurrence souvent défavorable, si ce n'est pas compensé, pour l'accès au logement. Ça, c'est dans le parc privé.
Dans le parc social, la situation n'est pas bien meilleure. Quand on regarde alors, c'est mitigé. Quand on regarde les chiffres globalement, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, globalement, la part de jeunes dans le parc social a en gros été divisée par 2. Ce qui est quand même un résultat assez peu probant pour notre secteur. Et en même temps qu'il faut un peu nuancer, parce qu'on voit que quand on regarde le flux, c'est-à-dire les attributions, on voit qu'aujourd'hui les jeunes sont surreprésentés dans la demande de logement social. C'est-à-dire qu'en proportion, il y a plus de jeunes dans le fichier de demandeurs de logement social que dans la population. Et ils le sont encore plus dans les attributions. C'est-à-dire qu'ils ont un taux de transformation de leur demande qui est plutôt meilleur que la population. Donc en flux, le logement social accueille plutôt pas mal de jeunes. Mais ce qui se passe, c'est que ce flux est insuffisant pour compenser le vieillissement et pour stabiliser une population jeune importante dans le parc social qui, elle, reste basse. Ça s'est expliqué aussi notamment par un déséquilibre entre l'offre historique du parc de logement social et plutôt familial. Voilà, des grands logements, même si depuis quelques années, la production de logements s'est grandement rééquilibrée vers des petits logements. Mais on a ce problème-là aujourd'hui qui est un bilan, on va dire, mitigé pour le logement social, qui voit quand même son rôle par rapport au logement des jeunes sur cette demande classique plutôt en retrait. Sur le deuxième segment, c'est-à-dire sur les besoins temporaires. Alors là, ce qu'on peut constater, c'est que depuis une vingtaine d'années, les logements qui sont un peu ciblés sur ce segment-là, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les résidences thématiques, résidences étudiantes, résidences jeunes actifs, foyers de jeunes travailleurs, résidences Crous, on voit que l'offre n'a pas augmenté comme la population. Voilà. Donc la croissance de l'offre n'a pas accompagné la croissance démographique, et donc la tension n'a fait que s'accroître. On voit qu'en plus, et puis encore récemment, si on prend le dernier plan gouvernemental, construire 60 000 logements étudiants, 20 000 logements jeunes actifs, on voit qu'il est très loin d'avoir été réalisé. Donc on voit qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à construire assez de logements thématiques pour les jeunes qui sont en situation de surmobilité, qu'on est en retard. Et tous les précédents plans, d'ailleurs, de logement des jeunes n'avaient jamais rempli effet carton plein. Oui, donc on a une vraie difficulté. Et ça fait 20 ans qu'on accumule du retard, en quelque sorte. Et si on reste sur cette demande-là, du côté du logement social, aujourd'hui, on ne sait pas y répondre bien. Un jeune qui est dans cette situation de surmobilité, c'est-à-dire qui a besoin d'un logement très vite pour 1 an, pour 6 mois, etc., généralement, il n'a même pas le réflexe de s'adresser au logement social. Il se dit, ça va être compliqué, ça va être long, on va mettre 4 mois à me répondre, mon besoin, c'est un logement tout de suite. Et donc, le logement social, aujourd'hui, ne s'est pas positionné de façon massive sur ce segment de la demande, ce qui explique d'ailleurs, je pense, en partie, le retrait de sa part de marché sur l'accueil des jeunes. Ça voudrait dire aussi modifier les modes d'attribution de ces logements, puisque là, il faudrait être extrêmement réactif. Alors, c'est plus que les modes d'attribution, c'est l'offre elle-même. Alors, on peut... Il y a quand même la question du mode d'attribution, de la pertinence en termes de temps à l'attribution par rapport à une demande sur des jeunes qui sont en forte mobilité. Voilà. Donc, il y a effectivement des procédures, on va dire, d'attribution qui sont très complexes pour les jeunes. Il y a des secteurs dans lesquels, en plus, il y a une sorte d'embolie du logement social qui fait qu'effectivement, pour un jeune, il n'a aucun espoir d'avoir un logement en quelques semaines comme il en a besoin. Mais il y a aussi des segments d'offres du logement social qui aujourd'hui sont extrêmement marginaux et qui ne sont pas beaucoup développés. Je pense notamment à ce que le logement social pourrait faire en logement meublé, en colocation et autres, sur lesquels aujourd'hui c'est très résiduel et qui ne représentent pas en tout cas une réponse adaptée aux besoins des jeunes. Okay. Voilà. Donc deux grands besoins aujourd'hui et 2 grands besoins difficiles. Donc la question de la demande droit commun qui est aujourd'hui mal satisfait par le logement social et qui est très difficile dans le parc privé parce qu'il y a une forte concurrence. Et puis la question de ces besoins temporaires au logement, de ces résidences thématiques, où aujourd'hui on accumule du retard, on n'arrive pas à les produire suffisamment, et on n'arrive pas, notamment avec le parc classique du logement social, à y répondre du fait de fonctionnements qui ne sont pas adaptés à cette demande. Et dans le privé, les résidences thématiques, on apporte des réponses un peu plus précises à la demande ou pas ? Les résidences thématiques, globalement, apportent des réponses, qu'elles soient sociales ou dans le privé. Ça va dépendre après du niveau de revenu. C'est vrai qu'on est quand même... Enfin, la question la plus aiguë, elle porte aujourd'hui sur les jeunes qui ont peu de revenus. Donc c'est vraiment l'importance d'avoir une offre
de résidences thématiques, je dirais, abordables, qui est importante. Donc, c'est principalement des résidences étudiantes, c'est des résidences Crous, c'est les foyers de jeunes travailleurs, c'est des résidences sociales ciblées jeunes actifs ou hybrides. C'est ce genre de résidences qui doivent être développées. Aujourd'hui, il y a à peu près, je crois, 300 000 places en France. Ça ne suit pas l'évolution démographique. Et donc, on a là-dessus un véritable enjeu pour arriver à les développer. Du coup, quel type de réponse on pourrait proposer face à ces deux types de besoins? Un besoin, on l'a compris, pour des jeunes ménages à des situations plutôt stabilisées en termes d'emploi, et des jeunes qui sont encore en grande mobilité, qui font ces allers-retours dont tu parlais tout à l'heure, et qui ont des besoins périodiques, temporaires, et avec une très grande réactivité. Qu'est-ce qu'on peut dégager comme piste de réponse? Est-ce qu'il y a des expériences ou des opérations qui pourraient être citées, en tout cas des modes de faire qui pourraient être cités pour essayer de répondre, en tout cas ponctuellement, à ces demandes spécifiques? Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord, il y a un sujet qui est évident, qui est absolument central pour la question de l'accès au logement des jeunes. D'ailleurs, on vient d'en parler aujourd'hui. C'est tout le sujet de la solvabilisation et de la sécurisation des jeunes. La question de l'APL est déterminante. Le fait d'avoir... Raboté de 5 euros. Non, mais ce n'est pas tellement ça. C'est d'avoir une APL qui s'actualise en fonction du coût de la vie. Oui. Le fait que ce soit rapide à obtenir. Le fait qu'on ait une vision assez prévisible du montant qu'on va avoir en avance. Le fait que les transitions entre deux logements soient bien accompagnées de ce point de vue-là et qu'on ne perde pas 3 mois d'appel entre deux logements parce qu'on s'est pris les pieds dans les procédures. Donc, tout ça, c'est absolument déterminant pour solvabiliser les jeunes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les garanties qui ont été mises en place, notamment je pense à Visal, sont déterminantes, notamment pour l'accès au parc privé. C'est une façon quand même de réduire un petit peu le désavantage des jeunes, en particulier qui peuvent être de situation d'emploi plus ou moins précaire, dans l'accès au parc privé, en offrant aux propriétaires une garantie qui est sécurisante. Et donc, ces dispositifs de garantie qui avaient été initiés de longue date sous différentes formes, aujourd'hui, avec Visal, sont des réponses qui sont absolument déterminantes, je pense, et vont dans le bon sens pour aider à corriger, en quelque sorte, certaines des difficultés de l'accès au logement des jeunes. Ça, c'est le premier point. Reste la question du nombre aussi de logements après aussi. Voilà. Alors après, il y a la question effectivement de comment on répond à la demande standard de jeunes qui veulent un logement pérenne dans un marché qui est haussier, qui est embolisé, etc. Là, c'est une question qui dépasse du coup la question simple du logement des jeunes. Ça renvoie à la question générale du fonctionnement des marchés immobiliers. C'est comment on arrive à construire suffisamment de logements, comment on arrive à avoir une offre de logements pas chère, abordable. Ça renvoie, là pour le coup, ça dépasse. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que là-dessus, les jeunes sont en concurrence avec d'autres. Donc là, on est vraiment sur une problématique qui renvoie au fonctionnement général des marchés immobiliers. C'est ce que disait Marie dans son introduction. Ça renvoie à des questions de choc d'offres. C'est comment est-ce qu'on produit plus. Mais on sait tous que ces questions de choc d'offres ne sont pas suffisantes. Ils sont nécessaires, mais pas suffisantes. Et puis ça marche pas. Mais quand bien même ça marcherait, parce que là où ça a marché, dans les territoires où ça a marché, les chocs d'offres, ils n'ont pas produit d'effet, souvent, pas produit d'effet significatif sur la régulation du prix du logement. Donc c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, et ça renvoie aux mécanismes d'encadrement des prix, encadrement des loyers, qui doivent être le plus possible généralisés, notamment si on veut arriver à répondre à cette question. Donc ça, c'est sur ce premier volet de la réponse à, je dirais, d'une offre pas chère de petits logements, on est face à une problématique générale du marché du logement et qui concerne les jeunes, mais d'autres catégories aussi. Sur le deuxième volet, sur le logement thématique, qui lui aussi peine à se développer, et notamment ces dernières années, là aussi, c'est des questions très complexes. Moi, je vois au moins 4 points de blocage. Bon, le premier, et je crois que la table ronde d'après en parlera, c'est bien sûr le foncier. C'est comment on accède à un foncier qui permet de faire des opérations de logement thématique à des prix raisonnés. Ou éventuellement, quel montage on arrive à faire, éventuellement en démembrant, etc. Enfin, quels sont les montages qui permettraient d'arriver à sortir ces résidences. Aujourd'hui, on a une difficulté économique claire. Il y a un deuxième volet qui est très important, qui est qu'aussi, on est dans une approche de ces résidences aujourd'hui qui reste très cloisonnée. Étudiants, jeunes actifs, FJT, enfin... Moi, je pense que vraiment un peu de décloisonnement permettrait quand même de donner de la souplesse et que chaque fois qu'on a des politiques locales qui cherchent à cloisonner de façon trop forte les objectifs en matière de production de logements thématiques,
la production baisse. On ne peut pas faire rentrer tout dans des cases. Il faut accepter qu'à un moment donné, on desserre un peu les contraintes et qu'on laisse de la souplesse aux opérateurs pour produire des solutions les plus mixtes possibles, pour répondre localement à des besoins. Et quand on veut faire trop bien, quand on veut trop cibler les objectifs, souvent, on bloque les mécanismes. Et on rate sa cible. Voilà. Et en plus, on rate sa cible. Il faut intégrer aussi qu'il y a des évolutions. Les nouvelles résidences qui se font aujourd'hui sont plus celles d'avant, de moins en moins en tout cas. L'empilement comme ça de dizaines de studios, je dirais un peu brutal. Aujourd'hui, beaucoup de résidences intègrent un volet serviciel beaucoup plus important, des tiers-lieux, des espaces de coworking, des activités communes. Et aujourd'hui, on n'a pas le modèle économique pour ça. On ne sait pas en financer la construction et on a du mal à en financer l'exploitation. Et donc le fait d'arriver à intégrer proprement ces nouveaux éléments de service qui caractérisent les nouvelles résidences qui sortent aujourd'hui dans les modèles économiques est un élément qui est très important. Sinon, c'est aussi un facteur de blocage. Est-ce que la colocation dans ce type de résidence rentre là-dedans ou En tout cas, les nouvelles résidences, on voit aujourd'hui beaucoup de résidences qui sont beaucoup plus, d'abord qui offrent un volet d'expérience de vie beaucoup plus riche, donc avec encore une fois des services complémentaires pour pouvoir soit des activités communes, soit des tiers-lieux, soit des espaces de coworking, et avec des formes d'habitat diversifiées qui peuvent intégrer effectivement soit des studios, soit des colocations, soit des co-living. Donc on voit qu'il y a une sorte de, il y a un enrichissement de l'offre qualitative aujourd'hui pour lesquels les modèles économiques sont pas, en tout cas dans le logement social, sont pas aujourd'hui sécurisés. Et puis il y a un dernier élément qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que beaucoup de ces logements thématiques, ils sont gérés par des opérateurs spécialisés, des structures associatives, qui sont spécialisées dans la gestion de ces résidences. Aujourd'hui, leur modèle économique peut se trouver grandement fragilisé par notamment les évolutions qu'on constate notamment sur le prix de l'énergie. Je pense notamment à tous les opérateurs qui font de la location, je dirais en redevance loyer plus charge, qui quittance un loyer qui englobe les charges et qui vont se retrouver à supporter intégralement sur leur exploitation l'augmentation des coûts de l'énergie sans qu'il y ait aujourd'hui de mécanismes qui permettent d'équilibrer ça. Et on peut avoir une fragilisation comme un certain nombre d'opérateurs qui verront leur exploitation déséquilibrée parce qu'ils seront dans l'incapacité de pouvoir absorber sur leur fonctionnement l'augmentation des charges liées au coût de l'énergie. On a une vision là du nombre d'opérateurs qui sont... Parce qu'on est quand même sur des baux assez limités en termes de temps, de timing. Non, je parle d'opérateurs, je parle de gestionnaires qui ont pris en gestion des résidences et qui font ce qu'on appelle de la location sous forme de redevance où ils louent à des locataires, à des résidents, un loyer qui englobe le prix des charges et qui est réglementé. Ce loyer aujourd'hui, si dans ce loyer, le volet charges augmente considérablement et qu'il n'est pas compensé ni répercuté, c'est bon pour les occupants, bien sûr, mais c'est mortifère pour le gestionnaire qui se retrouve avec des coûts d'exploitation qui peuvent s'envoler. Et ça, ce sera un élément de blocage si on n'a pas de réponse sur ce sujet-là. Rapidement, voilà. Plus. Et puis moi, mais tout ça, c'est la construction. Moi, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, par contre, parce qu'elle pourrait avancer indépendamment des cycles immobiliers. C'est-à-dire, on se dit, un truc qui pourrait avancer sans qu'on se dise c'est pour dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, le temps qu'on s'y mette, qu'on trouve du foncier, qu'on arrive à construire. C'est ce que peut faire le parc social dans la réponse à ses besoins temporaires en logement. Il y a eu des évolutions récentes qui sont vraiment intéressantes. Le statut juridique de la colocation dans le parc social a été clarifié récemment. Il n'est pas idéal, mais au moins il est clarifié. Pourquoi pas idéal ? Parce que l'intention au départ du législateur était de vraiment donner tous les éléments pour que la colocation dans le parc social puisse se développer de façon sécurisée et simple. Et il y a eu des forces de rappel, il y a eu une sorte de peur de certains qui se sont dit « Ouh là là, si on laisse trop s'envoler la colocation, ça va devenir une sorte d'ersatz de logement social. Donc encadrons les choses, essayons de ne pas ouvrir la porte à la création d'un sous-logement social. » Et donc on a mis quelques petits verrous, notamment on a introduit une notion de droit au maintien dans les lieux qui n'existait pas auparavant par rapport au baux en colocation, qui est assez compliqué à gérer quand on fait de la colocation, parce qu'on est plutôt dans une ligne de baux temporaire. Et ça, c'est parce qu'il y a cette espèce de peur un petit peu de se dire, oulala, si on commence à ouvrir la porte dans le logement social à des logements qui ont des statuts un peu plus souples, on va peut-être créer un sous-logement social.
Sincèrement, moi, je pense qu'on se fait vraiment très peur avant que ça existe, parce que le temps qu'on ait une offre significative en colocation qui menace le parc pérenne, il va couler un peu d'eau sous les ponts. Mais, donc, on a eu quelques petits obstacles comme ça, mais ils ne sont pas bloquants. Ils sont pas bloquants. Aujourd'hui, on sait faire de la colocation dans le parc social en baux séparés, c'est sécurisé, et c'est plutôt pas mal. Deuxième évolution très importante, c'est l'article 109, qui donne un vrai statut à la location pour jeunes dans le parc social, meublé ou non meublé, et qu'on peut croiser avec la colocation. 109 de la loi Elan. Voilà. Et donc qui permet maintenant de faire du logement, qui permet de faire de manière sécurisée du logement meublé dans le parc social pour les jeunes, ou pas meublé d'ailleurs, mais logement pour les jeunes dans le parc social, avec des baux temporaires, etc. Donc qui permet vraiment, qui donne un vrai cadre juridique à ça. Alors, on peut le faire pour du logement neuf, mais on peut le faire maintenant pour du logement existant. Quand on combine les deux, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a les outils pour faire du logement meublé, en colocation ou pas, sur des baux temporaires, pour des jeunes dans le parc social. Et ça, aujourd'hui, le cadre existe. Donc les outils sont là. Alors, les outils sont là. Il faut toujours redouter une chose, c'est que ces outils, comme toujours, il y a toujours cette espèce de peur. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose. C'est dire, quand on regarde les textes, c'est toujours une demande d'agrément qui va être appréciée en fonction de l'appréciation des besoins locaux. Donc, on s'expose toujours à une interprétation de la doctrine par une autorité administrative locale ou par une collectivité qui pourrait se dire non, là, il n'y a pas. Je suis pour, je suis contre. Bon, donc il peut toujours y avoir des verrous sur le chemin, mais globalement, si tout le monde comprend qu'avant de se faire peur, il faut commencer par y aller, on a aujourd'hui des outils qui existent et qui permettent vraiment de faire dans le parc social de la colocation meublée. Moi, je vais juste donner 2 exemples pour illustrer ça, parce que c'est très important. D'abord, imaginez un instant que 1% du parc social, mais 1%, bascule dans ce régime-là. C'est-à-dire qu'on prend 1% des logements du parc social, je prends juste pour faire un ordre de grandeur, et on le transforme en colocation meublée pour des jeunes. Vous faites un calcul rapide, ça fait à peu près 45 000 logements, vous mettez 3 places par logement, vous créez à peu près 120 000 places du jour au lendemain de logements thématisés pour les jeunes pour répondre aux besoins temporaires sur les jeunes. Vous augmentez de 25% quasiment du jour au lendemain l'offre de logements temporaires pour les jeunes en France, dans le parc social, avec quasiment aucun investissement immobilier, juste des coûts d'adaptation de logement, etc. Donc des choses qui sont extrêmement réduites. Aujourd'hui, donc tu milites pour le 1% jeune dans le parc du logement social. Aujourd'hui, Action Logement aujourd'hui accompagne ces transformations. Aujourd'hui, quand on crée une place de colocation dans le parc social, et j'espère que ça continuera, on est financé à 3 000 € par place créée dans le parc social en tant que bailleur. Donc en plus, les coûts de transformation sont quasiment absorbés aujourd'hui par des financements en subvention proposés par Action Logement. Si cette politique se massifiait, on aurait un levier quand même, à mon avis, très important pour, dans le parc social, faire une offre qui réponde à ses besoins temporaires, pour, au passage, mettre en place un nouveau canal d'accès au logement social pour les jeunes, dont on a vu qu'il était un peu en retrait aujourd'hui. Et je vous parle de choses qui ne sont pas des choses théoriques. Je parle de choses que l'OGEO, fait. Nous, on s'est mis sur cette trajectoire du 1%. Colocation. Voilà, donc c'est modeste, mais nous, on gère 25 000 logements. On est aux 2 tiers du chemin. On aura dans 2 ans 250 logements en colocation. Ça fera 700 places. 700 places, on aura créé l'équivalent de 7 RJA, si je puis dire, 7 résidences pour jeunes, sans couler 1 mm3 de béton, et en transférant 1% de notre patrimoine vers les jeunes. Et en faisant avec quand même un risque d'éviction par rapport au public classique qui est quasiment nul, quasiment. Voilà. Et avec donc c'est des choses. Alors, nous on avait commencé il y a longtemps quand le cadre juridique n'était pas très sécurisé. Aujourd'hui, il l'est. Aujourd'hui, il y a des financements pour le faire. Et ça, pour le coup, je dis que ce ne sera pas une solution miracle, mais en tout cas, pour ce qui m'intéresse le plus, c'est comment le monde du logement social peut renforcer sa contribution au logement des jeunes. Je pense que là, on a un levier qui est extrêmement convaincant et que certains font déjà, donc qui marche. Alors après, c'est un nouveau métier, il faut apprendre déjà des colocations. On peut le faire en direct, on peut le faire en le confiant à des associations, mais c'est des métiers qu'on est parfaitement capable d'aborder si on se mobilise pour le faire. Merci Mathias pour cette présentation. Donc on retiendra le 1% jeune en coloc. Voilà. C'est quoi un jeune pour l'OGEO ? Un jeune, c'est moins de 30 ans. On est jeune jusqu'à 30 ans ? Alors, on est jeune jusqu'à 30 ans, mais c'est ça aussi qui crée la complexité du sujet. Donc il y a pas mal de vieux dans cette assistance, je trouve.
Voilà, parce que bien évidemment, 18 ans, 30 ans, c'est pas les mêmes besoins, mais ça marche. Et donc voilà. Merci Mathias Lévy-Noguer, DG de Logéo Seine. Muriel Boulmier, on va peut-être commencer j'allais dire tout simplement, en tout cas par faire un état des lieux, un petit peu comme le faisait Mathias. Là, on va passer des jeunes, on va passer largement plus de 30 ans. Donc, si on parle des vieux, des personnes âgées, les personnes âgées sont aussi assez diverses en termes d'âge et aussi en termes de besoins. Est-ce qu'on peut faire une petite approche sociodémographique ou des mots sociologiques, comme vous voulez, pour savoir quels sont ces publics très spécifiques et quels sont leurs besoins? Alors, bonjour à toutes et tous. Et puis, moi, je suis tellement contente de retrouver tant de visages amis. Évidemment, sous l'injonction de Jean-Luc, il m'a dit il faut qu'on parle du vieillissement et qu'on parle de l'accès aux droits. Donc, vous savez, quand Jean-Luc dit quelque chose, on dit oui. Et on dit oui avec plaisir. Alors, en ce qui concerne les vieux, alors moi, j'adore parce que, d'abord, si en effet, on est à peu près jeune à 17 ans, à 50 ans, 60, est-ce qu'on est vieux? C'est pas si sûr que ça, du tout. La population, si vous voulez, on a encore cette analyse qui vient de l'après-guerre, où il y avait à ce moment-là un cousinage profond entre retraite, vieillissement, vieillesse et puis espérance de vie. Alors tout ça, évidemment, ça a sauté en éclats, mais pour autant, ça reste un peu dans l'esprit collectif, comme la carte vermeille. Vous voyez, la carte vermeille, c'est quand même un succès marketing absolument pas démenti, qui existe depuis 20 ans et dont on parle encore. Les vieux, c'est pareil. Sauf que eux, ils ont considérablement changé. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie est autour de 80 ans pour les hommes, vous nous rattrapez d'ailleurs, et 85 ans pour les femmes, et plus il y a affinité, et il y a des affinités complémentaires. Et puis, est donc née cette génération intermédiaire qui est 60, 65 ans, 80 ans. Et cette génération-là, qu'on peut appeler intermédiaire, pivot ou sandwich, on en parlera j'imagine, eh bien, elle a une vie. Et d'ailleurs, ceux qui penseraient qu'elle a une vie sans enjeu n'auraient pas une vision claire de la République, parce qu'elle participe au socle républicain et à la vie civile et l'animation civile de notre... Associative aussi, beaucoup. Associative, élue, etc., etc. Entrepreneuriale, salariée encore pour certains, puisque le cumul emploi-retraite existe. D'ailleurs, un enjeu va être... Alors moi, ce que je retiens de ce que disait Mathias, parce que je le partage profondément, c'est qu'à chaque fois qu'on va vouloir verrouiller, enfin, vraiment, ça crée une embolisation des choses. Et je pense que nous aurions tout intérêt à avoir un cadre national assez clair et ensuite avoir des appréciations, qu'elles soient locales, qu'elles soient régionales. Évidemment, je plaide pour ma collectivité, mais qu'elles soient, en tout cas, qu'elles soient territoriales. Et j'en arrive là à la question que vous me posiez, qu'est-ce que c'est les vieux? Bien, je n'en sais rien parce que nous le sommes tous un peu moins que l'autre. Et moi, je pense que l'enjeu que nous avons quand nous parlons de cela, c'est le déni de vieillesse. Et moi, je me souviens de ma vieille maman qui m'expliquait que sa voisine était infernale. Tu comprends, me disait-elle, elle est vieille, elle avait juste 7 ans de plus qu'elle, mais que, évidemment, elle avait peut-être changé de décade. La question, c'est est-ce qu'on est vieux dans le regard de l'autre, voyez. Bon. Et donc, cette diversité de la population, de cette population-ci, est tellement forte qu'en effet, vous avez raison, ils ne sont pas nommés. Et alors, ils ne sont pas nommés avec cette espèce de peur. Vous savez, alors, on ne sait pas s'il faut qu'on les appelle les âgés, les seniors, le 3e âge, le 4e âge, on en serait presque au 6e. Hein. Maintenant, puisque la Personne moitié dépendante. Voilà, la moitié des centenaires vit quand même chez eux. Et puis, il y a la frontière avant la dépendance.
je veux dire, la confusion que l'on pourrait faire entre la vieillesse et la dépendance est complètement malvenue. La dépendance, et d'ailleurs je ne sais pas si on a des amis là qui ont cette spécialité dans leur activité, mais on sait bien que l'entrée en institution est assez tardive, 85-87 ans, pour d'ailleurs des durées assez courtes, mais elle peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, il faut que nous nous habituions à cette transition démocratique, parce qu'ils votent beaucoup, mais démographique, parce que c'était le mot que je cherchais, et en plus au fait que cette transition est suffisamment forte qu'elle déforme la pyramide des âges. Et dans une région comme celle où nous sommes, la région de Nouvelle-Aquitaine, nous savons que les plus de 60 ans sont désormais équivalents à légèrement supérieurs aux moins de 20 ans. Donc il faut quand même qu'on apprenne ça et qu'on puisse faire peut-être une table ronde de débat avec ceux qui nous disent « OK, boomer ». Relevons le défi. Cicéron disait « La vieillesse, c'est l'âge où on ne combat plus », vous voyez bien qu'on est prêt à combattre. En même temps, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Jacques Frigide, ce sont eux qui ont de l'argent, puisqu'il y a eu des transferts en termes de patrimoine. En tout cas, ce sont eux qui sont riches aujourd'hui, comparativement aux jeunes qui se sont paupérisés. Donc du coup, est-ce qu'on peut aussi avoir une petite approche en termes de revenus? Vrai et faux. Et qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte aujourd'hui? Vrai et faux. Vrai, les statistiques financières délivrent en effet que les personnes âgées sont plus riches que les personnes jeunes. Ouais, sauf qu'elles ont leur vie derrière eux quand même. Donc jusque-là, il y a un effet relatif qui peut s'expliquer. Et puis, vrai pour ceux qui ont eu une activité pleine et entière, une ouverture de droit pleine et entière, qui ont pu construire leur maison en 1970, etc., des choses que vous connaissez tous. Mais faux pour ceux qui ont connu dans leur activité les chocs pétroliers, des périodes d'inactivité, et donc pendant lesquelles les droits minima à la retraite sont en effet conservés, mais tout ce qui est retraite complémentaire n'est pas assuré. Et donc nous arrivons en effet à une population de retraités, et là je ne parle évidemment pas des retraités agricoles qui sont dans une situation particulière malgré toutes les promesses qui leur ont été faites ces 5 ou 10 dernières années, je ne sais plus, qui n'ont pas été vraiment retenues, et malheureusement. Mais donc il y a en effet des retraités pauvres, comme il y a des salariés pauvres. Et d'ailleurs, ce sont des catégories un peu similaires, c'est-à-dire discontinuité de l'emploi, etc., etc. Et donc, pour cela, se pose le sujet de l'accès aux droits. Alors moi, je verrais trois situations. La première, peut-être pour revenir à une situation un peu plus générale, mais des personnes âgées qui sont en situation modeste, sans être forcément en précarité, et qui peuvent être propriétaires de leur logement. Parce que, vous le disiez, les vieux sont riches. Alors, on dit qu'ils sont riches parce qu'ils sont propriétaires à 75% de leur logement. Pour autant, sont-ils nantis ? Ça n'est pas sûr. Moi, je me souviens de la Fondation de l'Abbé Pierre qui disait dans les années 2010-2011 que être propriétaire n'équivaut pas à être riche. Et puis, être propriétaire de son logement dans la Creuse, qui est un des départements de la Nouvelle-Aquitaine, n'est pas la même chose que d'être propriétaire à Les Tourny à Bordeaux. Et donc, vous comprenez bien que l'effet relatif d'un statut est fort. Vous ajoutez le déni de vieillesse, vous ajoutez le déni de vieillesse. Le déni de vieillesse. Quelques mots sur le déni de vieillesse. Le déni de vieillesse, c'est ce que j'illustrais avec l'exemple de ma vieille maman adorée. Et c'est ça, c'est qu'on est vieux dans les yeux de l'autre, mais on n'est jamais vraiment très vieux pour soi. Et donc oui, l'électricité est un peu défaillante, oui, il y a un tapis, mais je suis toujours passé dessus, etc. Bon, bref. Et donc, le déni de vieillesse équivaut à dire l'adaptation du logement n'est absolument pas nécessaire, puisque ça s'est toujours passé comme ça. Quand on est dans une situation de revenus modestes,
et qu'il y a, et propriétaire ou pas, hein, on est bien d'accord, parce que le fait d'être riche et d'être nanti, ce sont deux choses très différentes, et la relation au logement est encore autre chose. Donc quand on est dans cette situation-là, et qu'arrive une chute, qui est quand même la situation la plus fréquente. Alors il arrive des chutes avec à peu près 10 000 décès par an. Ça, évidemment, c'est quelque chose de très fort pour l'émotion de la famille, la peine, le chagrin. Puis il arrive les chutes avec les incapacités. Et là, on est à peu près 140 000 incapacités par an. Et selon l'incapacité, eh bien, il y a la question du retour au domicile, propriétaire, locataire, etc. Et là se pose le sujet de l'adaptation, parce que le déni de vieillesse a fait que la prévention n'a pas été mise en marche, et que nous avons là, en France, une sorte de timidité que n'ont pas les États du nord de l'Europe, qui, eux, à une barrière d'âge donnée, disent « eh bien, ça doit être comme ça ». Et donc, nous voyons... Il faudrait qu'on fasse comme pour les coloscopies, c'est-à-dire à 50 ans, ta coloscopie, à 60 ans, aménagement de ton logement, c'est ça? Oui, sauf que votre coloscopie, vous la faites si vous voulez. Eh bien, oui. L'aménagement du logement, c'est pareil. Et donc, c'est toute la différence entre une politique de prévention active et plus active qu'incitative, et puis le fait de l'incitation. Et donc, disais-je, on arrive à voir en effet des personnes qui ont transformé leur évier en salle de bain et ajouté un lit dans leur cuisine parce que le premier étage est inaccessible et parce que... Alors, moi, je fais là, d'une manière assez générale, une proposition, et je remercie les parlementaires et les élus qui sont là. Je l'avais faite en 2012, puisque je rappelle que quand même le dernier grand chantier sur le vieillissement a été initié en 2012, qui était le chantier dépendance, qu'ensuite... Dans le mandat suivant, il y a eu une loi excessivement timide sur le vieillissement, mais qui n'a pas été aboutie. Et le dernier mandat est né au boomer, mais rien sur le vieillissement. Et donc, nous avons besoin d'une loi sur le vieillissement. Et pas forcément une loi qui contraint, mais une loi qui ouvre. Et notamment, moi, et je proposerai maintenant, comme je l'ai proposé il y a 10 ans, en voyant que les choses n'ont pas changé, qu'il y ait un crédit d'impôt qui soit instauré pour l'adaptation du logement. Mais ce crédit d'impôt, qui est ouvert, comme vous le savez, au non imposable... Encore faut-il payer des impôts? Non, justement, un crédit d'impôt est ouvert au non imposable. Et que ce crédit d'impôt qui soit déclenché par le statut de la personne âgée qui a besoin d'avoir une adaptation, donc propriétaire mais pas nanti, puisse être transféré aux descendants qui feraient les travaux sans demander des aides. Et donc, nous aurions un triple objectif, c'est-à-dire le lien intergénérationnel, bien sûr, la réduction du délai, parce que quand vous avez 77 ou 80 ans, la relativité du temps est quand même très différente qu'à 50 ans. Donc, si vous devez attendre 6 mois pour avoir une aide qui vous permette ensuite d'intégrer les délais de réalisation des travaux, c'est long. Et donc une diminution des délais, et puis en même temps, le fait qu'il y ait un investissement privé, le crédit d'impôt n'équivaudra jamais l'investissement fait. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, une loi peut être aussi une loi de fluidité et d'ouverture. Et la deuxième rectification réglementaire et législative que je souhaiterais, c'est que donc pour les plus modestes, il y a l'APA, l'aide. Cette APA a été créée en 2002 et prévoyait qu'elle pouvait être sollicitée tant pour l'adaptation du logement que pour l'aide à domicile. De fait, elle n'est pas utilisée pour les deux. Et moi, je souhaiterais qu'il soit affirmé qu'elle doit être utilisée pour les deux. Pourquoi dis-je ça? Parce que ça veut dire que la personne âgée, elle doit choisir entre une douche et une aide ménagère. Franchement, est-ce que c'est normal? Bien sûr que non.
Et donc, je pense qu'il faut savoir affirmer les choses et les ouvrir à la réflexion collective en disant que oui, le vieillissement de la population est une réalité, que oui, la volonté de vieillir à domicile est quelque chose d'affirmé, de soutenu par les familles, mais aussi pour des sujets économiques. Revenons au sujet de la chute. Rentrer à domicile, quel domicile? Lequel? À quel prix? La maison de retraite avant la dépendance est quand même très chère parce qu'elle a des services. Et la modestie des revenus de ces catégories-là ne permet pas d'y accéder. Ça veut dire qu'on sollicite la génération sandwich. La génération sandwich qui aide les enfants dont Mathias disait qu'il faisait... Génération sandwich, c'est quand on passe à la retraite et qu'on n'est pas encore dépendant. Voilà. Hein? Ouais. Enfin, grosso modo. On n'est pas encore vieux. Voilà, qu'on n'est pas encore tout à fait vieux, qu'on n'est pas dépendant et qu'on n'est pas tout à fait vieux. C'est-à-dire qu'on est encore... En termes d'âge, ça donne quoi? 82, 3. On n'est pas vieux à 82, 3, c'est bien. 80 ans, on peut encore être... Moi, je me souviens d'une dame que j'avais vue à Tarbes, je crois, et qui me disait ma maman, elle a 100 ans. Elle court comme un lapin, me dit-elle. Alors, elle me regarde et puis elle me dit, oui, comme un vieux lapin, d'accord, mais enfin, elle court quand même. Bon. Eh bien, c'est un peu ça. Hein, c'est Cicéron, on se bat encore. Ok. Et donc, partant de là, cette génération sandwich-là, elle aide ses enfants ou ses petits-enfants, une rupture de vie familiale, enfin bon, tous les accidents de la vie que nous connaissons tous, et donc elle les aide. Ne serait-ce qu'elle les aide en gardant les enfants, qui est quand même bon. Et financièrement. Et puis, elle aide aussi les parents âgés. Et cette génération pivot-là, elle est prise complètement dans la prison du pouvoir d'achat, comme l'est d'ailleurs ses descendants. Et donc, c'est un sujet qui prend de l'acuité avec la situation que nous connaissons aujourd'hui, hein, bien entendu, inflation, pouvoir d'achat, enfin, on peut pas se réunir aujourd'hui sans ne pas avoir cela dans la tête. Mais en tout état de cause, voyez, il y a ce lien ténu entre les générations, et c'est très bien. Moi, j'appelle donc, d'une part, le crédit d'impôt, comme je vous l'ai indiqué. J'appelle l'affirmation de l'APA. Et puis, j'appelle aussi qu'on regarde le sujet de la retraite des femmes. Alors, on est très, très loin du sujet de l'égalité, et je ne parle pas des situations très récentes sur des exemples extrêmes sur une égalité qui n'aurait pas lieu d'être. Non, je parle de la véritable équité. Et donc, on sait que la retraite des femmes est inférieure à celle des hommes. Je rappelle que 52% des Français sont des Françaises, hein, et donc ça mérite quand même qu'il y ait un regard. Mais en dehors de cela, il est clair que on pense que l'activité professionnelle est arrivée à un équilibre, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Alors pourquoi ce n'est pas tout à fait vrai? Parce que notamment, malgré ce qui s'est passé sur les congés parentaux pour la naissance d'un enfant, il reste que 90% des congés sont pris par les femmes. Et que nous savons, et qu'ensuite, elles prennent plus facilement des temps partiels. Et que ceci diminue les capacités de carrière. Quand on diminue les capacités de carrière, on diminue les revenus, et on diminue les droits à la retraite. Et ça vaut aussi pour les générations qui sont nées en 1970. Proposition, du coup? Proposition, et notamment pour les années passées. Alors, proposition, là, je suis désolée, si je me fais crucifier, ça n'est pas très grave. Je pense que la retraite, les droits à la retraite, devraient être considérés comme un droit patrimonial. Un bien commun du ménage. Un bien commun du ménage. Alors, je m'explique. On a le droit de tomber amoureux à 60 ans. Et le nombre des divorces à 60 ans et plus est une réalité que, là aussi, nous connaissons tous. Moyennant quoi, dans cette situation-là, moi, je ne porte pas de jugement, etc. J'ai lu des tableaux statistiques que, bon, les femmes sont dans des situations
de précarité, si j'ose dire, différente de celle des hommes, pour les raisons que j'ai énoncées, des délais, des carrières plus courtes, moins bien rémunérées, et une espérance de vie plus longue. Et nous savons que le nouveau visage de la pauvreté qui se dessine, c'est celui des femmes de plus de 75 ans. Et donc, là je veux dire, ce serait vraiment une révolution, mais n'empêche que ça se fait en Allemagne depuis 1976, au Canada depuis, pareil, les années 80, en Suisse 97, je crois que le Royaume-Uni l'a mis en place. C'est-à-dire que le droit à la retraite devient un droit patrimonial qui se liquide au moment de la liquidation de la communauté. Et donc, parce que s'il y a un arrêt de travail pour élever les enfants, par exemple, eh bien, le droit à la retraite du mari se cumule. Enfin, bon, vous savez ce que c'est qu'un droit patrimonial. En gros, on mettrait les droits à la retraite du ménage en commun et à la séparation du ménage, on coupe en deux. On liquide comme on liquide les petites cuillères. OK. Voilà, on partage. Donc ces messieurs vont être ravis d'apprendre qu'une partie de leurs droits à la retraite pourront aller vers leurs ex-femmes. Et réciproquement. Non, mais ça, vraiment, je veux dire qu'à un moment donné où le sujet de l'équité, de l'accès aux droits et de l'égalité... Les messieurs n'ont pas l'air contents, là. On les entend beaucoup parler. Et de l'égalité... Non, mais écoutez, mais vous les aimez, enfin, vous ne voulez pas laisser, etc., etc. Donc, voilà. Messieurs, vous êtes des gens raisonnables. L'important, c'est qu'on vous aide un petit peu plus à l'être, c'est tout. Et donc... donc, ceci étant dit, je sais qu'on est très loin, parce que, mais néanmoins... Il y a des pays qui ont pris l'initiative sur ce genre de choses. Oui, bien sûr. Voilà, alors, moi pour conclure, Myriel Boulmier. Pour conclure, moi, je voudrais vous parler de l'accès aux droits, des droits pour les générations. Les personnes qui vont chercher des billets à la gare devant l'automate sont stressées. Et celles qui doivent faire valoir leurs droits par les plateformes le sont aussi. Et donc, le défenseur des droits a pris une initiative, c'est-à-dire que toutes les plateformes doivent avoir un numéro de téléphone et qu'on doit arriver à avoir 85% de décrochés. En ce moment, nous n'en avons que 16% de décrochés et que 43% qui mettent en œuvre l'évaluation. Pour vous dire qu'encore heureux qu'il n'y a pas de questionnaire de satisfaction. Eh bien, moi, je souhaite qu'il y ait vraiment un accès aux droits équitable parce que sinon, la proximité n'est pas une réalité. Et je souhaite aussi qu'il y ait une fluidité des droits qui soient donnés au territoire, notamment dans l'application de la loi climat et résilience et de la loi 3D, parce que Paris n'est pas le Lot-et-Garonne. Merci voilà. Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine, et Mathias Lévy-Noguer, directeur général de l'OGEOSEN.